Donc l'idée était de pouvoir vraiment amorcer une discussion plus en profondeur après les premières présentations qui ont été faites. Donc on peut démarrer sur le premier thème, donc une discussion ici, puis ensuite un échange avec vous, préparer bien sûr toutes les interrogations que vous avez, si possible, sur le thème qu'on est en train sur lequel on est en train de discuter. Alors, le premier thème, donc, sur les acteurs impliqués dans le processus préventif. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'ONG, on a parlé de la société civile, de la presse, on a parlé des organisations internationales. Il serait intéressant, et je pense que ça intéresse le public, de savoir finalement comment interagissent ces différents acteurs et comment la communauté internationale, alors quand je dis communauté internationale, c'est vraiment au sens large, citoyens compris, États et organisations et ONG, comment c'est toutes ces personnes-là qui forment la communauté internationale, comment elles interagissent et comment elles arrivent à travailler ensemble ou pas, d'ailleurs, puisqu'on a parlé aussi beaucoup d'échecs d'organisation. Je pense à la dernière intervention de Geoff, comment elles arrivent à discuter et à organiser ensemble une prévention réussie, ou en tout cas tentée. Peut-être qu'on peut commencer avec Arnaud, peut-être quelque chose sur ce point-là. Merci, Léna. J'ai listé un certain nombre d'acteurs, de mécanismes, de structures possibles. Naturellement, j'ai commencé par les acteurs nationaux. On ne peut pas parler de la responsabilité de protéger sans oublier l'État et le gouvernement. C'est les premières. Et il y a également les acteurs régionaux. Il y a en particulier au niveau. On n'entend pas bien. Il y en a au niveau de l'Union africaine. C'est un acteur régional. Il y en a au niveau de la CEDEAO. Donc, la Commission a une structure qui s'occupe de ce genre de problème. Il y a également les acteurs internationaux et en premier lieu les Nations Unies. Il y a ce que j'appelle toute cette série de tribunaux. Les tribunaux internationaux sont, à mon avis, des acteurs ou des mécanismes qui ont un rôle dissuasif. En ce moment, nous avons le cas des battants au niveau de la Cour pénale. Je pense que c'est un élément dissuasif. Il y a donc eu le tribunal pénal international sur la Yougoslavie et ses conclusions, et ses recommandations, et ses sanctions. Il y a eu le tribunal pénal pour le Rwanda, donc sanctions, conclusions, recommandations, c'est une batterie d'éléments dissuasifs à la Sierra Leone, comme Guido l'a dit. Et il y a la Cour pénale internationale depuis 1998 et mise en œuvre depuis 2002. Et ce ne sont pas les défections ou les retraits de ces dernières semaines qui doivent nous décourager. Tant que la Cour pénale existe, on réfléchit à trois reprises avant de soutenir un groupe pour mener ce genre d'activité. Il y a eu surtout, au niveau des Nations Unies, le sommet mondial en 2005, qui a abouti à la responsabilité de protéger. Je pense que c'est un fait important et significatif au niveau des États, qui oblige les États à protéger leur population et qui oblige surtout la communauté internationale à deux niveaux pour ce qui concerne les États. Quand les États sont défaillants à protéger leur population, donc qui poussent la communauté internationale à intervenir, ou qui obligent la communauté internationale à intervenir quand c'est l'État lui-même qui se livre à ce genre d'activité. Donc, ici, deux niveaux. L'État n'est pas capable et demande à la communauté internationale de l'aider. Ou c'est l'État qui le fait et la communauté internationale de l'extérieur décide d'intervenir. Naturellement, cela suscite toute une liste, une gamme de questions. On a vu des cas malheureux
malheureux en termes en particulier de transition. Je prends le cas de la Libye. C'était certainement une bonne décision au départ, mais tout le monde reconnaît que cela n'a pas été fait dans les règles et surtout qu'on n'a pas pensé à l'après. Une chose est d'intervenir, mais une autre est d'assurer une transition qui conduise à une véritable paix ou tout au moins à créer un environnement qui permet aux populations de vivre ou de reconnecter et de vivre en paix. Et je finirai par un élément qui n'est pas un symbole, qui est créé au niveau des Nations Unies, qu'on appelle les centres de liaison. Vous savez, il y a deux structures qui proviennent de ce plan d'action de M. Kofi Annan. Donc, la prévention du génocide, le bureau, ce qu'on appelle le bureau conjoint génocide et responsabilité de protéger. Le mécanisme qui provient de cette jonction est ce que nous appelons aujourd'hui les centres de liaison concernant la responsabilité de protéger. En fin 2015, il y a 15 pays qui ont adhéré à ces centres de liaison ou qui ont accepté de créer au sein de leur gouvernement ces centres de liaison. Et les centres de liaison ont pour rôle d'être le point focal de tout ce qui concerne soit le génocide ou les crimes de masse. Le 50e pays qui a adhéré à ce processus ou à ce symbole, c'est le Rwanda. Et je crois que c'est important de le noter. Il y a de plus en plus de pays qui s'intéressent à ce phénomène, à ce mécanisme, qui demandent à en savoir davantage et qui, après des contacts ou des interactions, acceptent de créer ou de se faire aider pour créer ces centres de liaison au sein de leur gouvernement ou de leurs institutions. C'est la liste que je peux, elle n'est pas exhaustive naturellement, mais je peux énoncer cette gamme d'acteurs ou de mécanismes qui permettent de travailler dans le sens de la prévention. Merci. Merci. Alors justement, vous parliez de la responsabilité de protéger et du rôle de l'État, défaillant, en tout cas avant qu'il soit défaillant. Peut-être qu'on pourrait rebondir sur le travail d'interaction entre le CICR et l'État. Et finalement, vous parliez aussi symboliquement le Rwanda qui a maintenant un centre de liaison et tous ces États qui ont un centre de liaison sur la responsabilité de protéger, donc qui d'une certaine manière ont la volonté de mettre en place des structures pour prévenir. Est-ce que peut-être Maria-Teresa, et je pense aussi au principe de confidentialité avec le CICR, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à dire sur l'interaction entre l'État et... Pour le CICR, par rapport à la responsabilité de protéger, comme on a mentionné plus tôt, le CICR il est un peu à l'origine du droit humanitaire, basé sur ses expériences dans les différents cas de conflits. Et après, il travaille dans le domaine de la prévention pour intégrer toutes ces règles internationales dans le droit national. Donc, la responsabilisation des autorités et des individus, parce que chacun est responsable du respect des normes. Donc, on fait la diffusion, on fait la promotion de ces règles auprès de toutes les populations. On travaille avec les autorités pour intégrer ces droits dans l'enseignement militaire, pour intégrer ces droits dans les lois nationales, et de plus en plus avec les juges, qui sont ceux qui sont menés à appliquer lorsqu'il y a violation des règles. Ça, c'est sur le plan national. Sur le plan international, le CICR a aussi été très actif aux certaines organisations humanitaires, pas uniquement le CICR, dans la rédaction des statuts des différents tribunaux internationaux. Par exemple, moi-même, lorsqu'il y a eu la création du premier tribunal ad hoc pour l'ex-Yougoslavie, les bureaux des Nations Unies nous ont consultés parce que, comme vous avez dit, il y a 3 crimes, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide, et ayant une spécialisation, enfin, un savoir-faire en matière de crimes de guerre, parce que ce sont des crimes qui sont commis
dans la guerre. Les CICR étaient consultés pour la définition de ce qui était un crime de guerre et aussi par rapport aux règles générales du droit pénal qui doivent être appliquées, par exemple le principe de la juridiction universelle, les sorts supérieurs, la notion de combattante, la notion de participation directe aux hostilités, enfin toute une série de règles qui dérivent du droit humanitaire qui ont été intégrées dans les statuts de ces tribunaux ad hoc. Alors, Hélène a parlé de la confidentialité. Tout ce travail, nous, on le fait des organisations humanitaires en général, pas uniquement les CICR. C'est important qu'on le fasse au niveau juridique. Au niveau de l'application, c'est autre chose. Parce que le rôle principal des organisations humanitaires est celui d'obtenir accès aux personnes qui sont victimes des conflits armés. Donc, de ne pas prendre position par rapport à qui c'est qui a raison ou qui c'est qui n'a pas raison. D'où l'importance pour nous de garder toutes les informations qu'on récolte dans le cadre des opérations dans lesquelles on est présent confidentielles. En aucun cas, d'une manière générale, aucune organisation humanitaire, mais tout particulièrement les CICR, va témoigner sur ce qui a pu obtenir comme information dans le cadre de ses activités sur le terrain. Qui plus est, vous savez peut-être, nous avons des accords de siège dans les pays dans lesquels nous sommes présents, et ces accords de siège nous assurent une immunité dans le cadre de nos activités, y compris une immunité testimoniale. Ça, c'est quelque chose pour laquelle le CICR s'est beaucoup battu, au point d'avoir négocié dans la règle de procédure de preuve de la Cour pénale internationale l'inclusion de l'article 73 qui exclut les témoignages des délégués du CICR pour des informations qu'il a obtenues dans le cadre de ses activités. Ça, c'est extrêmement important parce que si on veut vraiment avoir accès aux individus, on ne peut pas avoir le rôle de juge et de témoin. Donc, la seule manière de garder la confiance des autorités, c'est vraiment se consacrer aux activités purement humanitaires. Donc, on a tenu beaucoup à avoir cette immunité. Et c'est la raison de tous nos accords de siège. Parce que contrairement à nos organisations internationales, les CICR ne bénéficient pas des immunités de la Convention de Vienne. Donc on a dû négocier des accords ad hoc. Et ça s'applique pas uniquement par rapport aux tribunaux internationaux, ça s'applique également chaque fois qu'on est appelé à témoigner dans le cadre des procédures qui ont lieu au niveau national. Par exemple, on a des accords de siège, comme vous imaginez, dans des opérations là où nous sommes présents. On n'a pas en Europe. Et beaucoup de ces jugements, comme on a mentionné plus tôt aujourd'hui, et surtout sur la base de ceux qui ont eu lieu sur la base du principe de la compétence universelle, ont eu lieu principalement dans les pays européens, et là où on n'a pas d'accord de siège. Donc, chaque fois, on a dû présenter, par exemple, au Royaume-Uni ou dans d'autres contextes européens, on a dû présenter devant des cours toute une argumentation pour exclure la possibilité de témoignage de la part du CICR. Et ça, on l'a fait sur la base des statuts du mouvement, des règles du droit international humanitaire et d'une pratique universellement reconnue. Donc, ce qui est difficile, enfin pour conclure peut-être, ce qui est difficile pour des organisations qui travaillent en même temps sur le terrain des opérations et en même temps sur le développement du droit, c'est de garder cet équilibre entre ce qu'on ne peut pas faire, entre ce qui est d'un point de vue juridique, ça serait normal de faire, et ce qu'on ne peut pas faire parce que autrement ça risque de mettre en péril notre accès aux personnes qui souffrent de situations de conflit. Voilà. Et cet équilibre est essentiel
pour mener les activités opérationnelles sur le terrain. Merci. Alors, on parlait d'équilibre et de confidentialité. Alors maintenant, peut-être qu'on peut se focaliser sur la coordination, puisque finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment l'interaction entre les différents acteurs. Et là, je me tourne vers toi, Gilda. Tout à l'heure, tu parlais de consortium d'ONG en République centrafricaine. C'est bien ça. Et peut-être que ce serait intéressant que tu nous expliques comment fonctionne ce consortium d'ONG, comment d'abord il s'est créé, et puis quelles sont les interactions avec les autorités gouvernementales, et puis peut-être avec les autres agences onusiennes ou autres qui travaillent dans le territoire de République centrafricaine, où effectivement on est dans une situation à risque, de risque. Insister sur le côté technique du fonctionnement interne du consortium, qui est animé par un comité de pilotage avec une des trois agences qui est leader du consortium. En l'occurrence, c'était nous, c'était Solidarité qui était responsable du consortium, responsable et redevable, comme toutes les agences, vis-à-vis des bénéficiaires, mais surtout c'est le responsable juridique vis-à-vis des partenaires techniques et financiers. En l'occurrence, le projet est financé par le comité interministériel d'aide alimentaire, donc par la France, par la Commission européenne et par la coopération suisse. Par contre, ça me paraît intéressant d'insister sur cette question de coordination avec les agences onusiennes et les autres acteurs, et aussi avec les agences étatiques. Se coordonner n'est pas une option. Encore une fois, une assistance qui se veut de qualité est une assistance qui fait preuve de redevabilité. Et être redevable, c'est aussi bien se coordonner pour que l'aide soit adaptée et le plus efficace possible. La coordination, c'est un vaste sujet, c'est un défi qui est encore présent aujourd'hui. Quand j'ai commencé le métier en 2007, c'était le défi auquel il fallait répondre. J'estime qu'à l'heure actuelle, il y a encore des progrès à faire dans le domaine de la coordination. Les cadres existent, les systèmes existent. On pensera, suite à la réforme et à la mise en place des travaux du comité interagence, à tout un corpus de structures qui existent et qui permettent justement de bien se coordonner. On pensera à l'approche sectorielle, ce qu'on appelle les clusters, d'un côté, et à un niveau plus stratégique, aux réunions de ce qu'on appelle les équipes humanitaires pays, sous l'égide justement du système des Nations Unies, qui sont de vraies tribunes d'échange et de coordination et de discussion entre ces agences. Donc, les cadres existent. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les acteurs, tous, jouent le jeu. Que ce soit les ONG, les autres organismes, et parfois aussi les agences onusiennes, qui parfois ne jouent pas forcément, elles non plus, malheureusement, le jeu de la coordination. Donc, chaque acteur a sa part de responsabilité à ce niveau-là. Les systèmes existent, ce qu'il faut, c'est que les acteurs y participent de bonne foi, de bonne intelligence, en comprenant l'intérêt de se coordonner. L'intérêt, ça va être quoi? Que l'assistance soit meilleure, éviter tout doublon. Une assistance double sur une population similaire, c'est une perte de ressources pour éventuellement d'autres populations qui auraient pu bénéficier par rapport à ses besoins. Et c'est aussi, quelque part, gaspiller les fonds mis à disposition, parfois par des bailleurs de fonds. Donc, se coordonner est impératif. Avec les partenaires type ONG, type onusien, certes, mais aussi, effectivement, avec les agences de l'État. Comment ça s'est produit dans le cadre de ce consortium? Toutes les agences techniques étatiques compétentes en matière d'agriculture et de sécurité alimentaire ont été consultées et intégrées dans la planification de ce projet. Donc, dès la phase de montage de projet. Les agences techniquement en charge de la question de l'élevage et celles techniquement en charge des questions agricoles liées aux cultures. Ces agences ont été des partenaires intégrés dans la planification et le montage du projet, ont été des partenaires de mise en œuvre vraiment très intéressants et capables de faire un travail admirable. Pour les questions très opérationnelles, on pourra aussi insister sur le fait qu'une part de l'assistance fournie était proposée par des agences de l'ONU, notamment par la FAO, qui fournissait gratuitement l'ensemble des semences, des outils, des intrants que nous étions amenés à distribuer aux populations bénéficiaires. Donc, la coordination peut encore faire défaut, les systèmes existent néanmoins. C'est une bonne chose, maintenant, il faut vraiment que tous les acteurs jouent le jeu et comprennent l'intérêt de jouer le jeu.